Régis Juanico, bonjour, bienvenue au Ninkasi pour cet entretien des coulisses de la Loire sur Bonjour. 42 TV. Ouais. Alors vous êtes toujours député Génération S pour encore quelques semaines. Jusqu'au 21 juin, oui. Jusqu'au 21 juin. Conseiller départemental avec un délai un tout petit peu plus long. Oui, jusqu'en 2028. Et puis toujours un grand sportif, pas seulement dans des tribunes, dans la presse, mais aussi concrètement. Ça sera encore le cas aujourd'hui. Oui. On peut commencer par cette premier constat, c'est pas toujours que les politiques tiennent leur parole, notamment y compris des parlementaires qui disent « Oh, mais c'est mon dernier mandat », puis on en connaît, y compris ici, qui ont prolongé. Vous avez dit 3 mandats, et puis j'arrête. Oui, d'ailleurs, Patrick, c'était une règle qui aurait dû être votée. Le président Macron s'y était engagé. 3 mandats consécutifs, pas plus de 3 mandats consécutifs pour les députés. Mais enfin bon, vous savez qu'il y a d'autres engagements qui n'ont pas été tenus, notamment la suppression d'un nombre de parlementaires. Bon. Bref, moi j'y crois. Je crois que c'est une bonne règle. 15 ans, ça suffit quand on a bien travaillé. Et c'est une règle de renouvellement démocratique, de respiration démocratique. Ça permet aussi, quand on a été élu relativement jeune, moi c'était le cas à 35 ans, de pouvoir passer le témoin, le relais, et d'avoir du renouvellement aussi du personnel politique, des élus, c'est important. Alors vous avez su être quelqu'un qui a travaillé, qui a eu des engagements parlementaires, et en même temps vous n'avez pas déserté le terrain, donc un bon compromis finalement. Oui, oui, moi j'ai toujours conçu ce beau mandat de député, j'ai écrit un livre d'ailleurs là-dessus, comme étant à la fois un mandat national. On est dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale pour voter la loi, pour contrôler l'action du gouvernement, pour évaluer les politiques publiques. Donc c'est passionnant, bien évidemment, d'écrire la loi. Mais ce qui compte beaucoup, c'est l'ancrage territorial. C'est être élu dans une circonscription, par des électeurs, par des habitants, être à leur contact. Et moi, j'ai toujours dit que les meilleures lois qu'on faisait, la meilleure façon de vérifier que la loi vit bien dans la vie quotidienne de nos concitoyens, c'était d'être très présent sur le terrain pour faire remonter notamment les préoccupations de nos concitoyens. Donc c'est ça, le mandat de député, c'est à la fois un mandat national, mais un mandat aussi d'élu de terrain. Dans quel contexte vous êtes-vous le plus senti à l'aise? Est-ce que quand c'était comme député de l'opposition ou au contraire comme membre de la majorité gouvernementale? Alors moi c'est un peu particulier parce que j'ai toujours eu le sentiment d'être un peu dans l'opposition dans les 3 mandats, même quand j'étais dans la majorité. Même si bien évidemment on a voté des choses extrêmement positives aussi sous le mandat de François Hollande, ça s'est quand même mal terminé. Notamment il n'a pas pu se représenter à la présidence de la République. Donc moi le problème n'est pas majorité-opposition parce qu'en fait à l'Assemblée nationale 80% du travail parlementaire, contrairement à ce que l'on voit aux questions de gouvernement, c'est pas de l'invective, c'est pas des conflits, c'est pas des confrontations, c'est un travail transpartisan. 80% des rapports parlementaires sont faits entre députés de la majorité et de l'opposition. D'ailleurs, vous signez souvent, vous êtes dans des commissions avec des collègues. Sur les 35 rapports parlementaires que j'ai eu l'honneur de publier pendant 15 ans, la moitié, je les ai faits dans un cadre transpartisan au comité d'évaluation et de contrôle, avec des députés de droite, En Marche, Jean-Frédéric Poisson, François Cornu-Gentil, Jacques Millard, Michel Heinrich. Donc vous voyez, c'est plus récemment avec Nathalie Sarl aussi, députée de la Loire, Marie Tamarel, députée En Marche, Cédric Roussel aussi très récemment. Donc ce travail, il marche. Et ce que je veux aussi dire, c'est que ces rapports ne restent pas sans suite. Une fois qu'ils sont publiés... Il faut rassurer les gens. Voilà. Il y a des préconisations. C'est rangé dans les archives. Voilà, ça cale pas les armoires. Et j'ai pu calculer que sur les 2 tiers des préconisations de ces rapports pendant 15 ans avaient été suivis des faits par le gouvernement, par le pouvoir réglementaire derrière. Donc c'est utile et c'est aussi le travail au quotidien à l'Assemblée nationale. Alors souvent on dit que c'est presque uniquement des applications des directives du Parlement européen. Est-ce que c'est vrai ça? Non, ça on exagère beaucoup. D'ailleurs, beaucoup de textes du droit européen passent en discussion à l'Assemblée nationale. Il y a une commission d'ailleurs des affaires européennes qui est chargée d'examiner l'ensemble de ces textes-là. Les directives sont adaptées, bien évidemment, mais ça ne constitue pas le cœur aujourd'hui du travail parlementaire. Le problème aujourd'hui, c'est l'inflation législative. 100 textes de loi votés chaque année, 500 par mandature, et on passe 80% de notre temps finalement à l'Assemblée nationale à discuter les textes de loi. On devrait faire le contraire, 80%, on devrait être sur le contrôle du gouvernement, faire des commissions d'enquête, ça a été très utile, vous savez, pour l'affaire Benalla, on l'a vu pour les cabinets de conseil privés très récemment, c'est ce travail-là qui est pour moi le plus important, et puis le travail d'audition. Voilà, moi j'en ai mené à peu près 2000 auditions pendant ces 15 ans, 3000 interventions en commission, en séance, et c'est vraiment ce travail-là qui me paraît être la richesse du Parlement.
Alors sur ces 15 ans de vie parlementaire, quel est l'événement qui vous a le plus marqué ou la mission dans laquelle vous êtes le plus senti investi ? À la fois pour des raisons personnelles, parce qu'on sait que vous êtes branché sur le sport, et notamment le sport santé. Oui. Alors bien évidemment, il y a des choses qu'on a fait voter dans la loi. Pour moi, qui a été représentant pendant 15 ans d'une circonscription ouvrière au passé minier, bien sûr, j'ai été très fier de pouvoir faire des avancées sur la pénibilité au travail, parce que pour moi, c'est un des principaux facteurs d'inégalité dans notre pays, même s'ils ont été rabotés ensuite par le gouvernement d'Édouard Philippe. J'ai été très fier aussi de pouvoir défendre le régime de sécurité sociale des mineurs de fonds qui était menacé, remboursement à 100% pour les anciens mineurs de fonds. Et qui existe toujours sous le nom de Filieris aujourd'hui. Voilà. Et puis sur le plan législatif, j'ai aussi été très fier en 2016 de pouvoir faire passer dans la loi le sport sur ordonnance, la possibilité de prescrire une activité physique adaptée par les médecins traitants aux malades chroniques, aux affections de longue durée. Ça, c'est une grande avancée en termes de santé. Alors sur le plan de l'appartenance politique, vous étiez membre du Parti Socialiste, vous étiez peut-être pas frondeur déjà à cette époque, mais le nouveau Parti Socialiste, le NPS. Oui. Aujourd'hui, je crois que c'est un ami personnel en plus, vous aviez adhéré à Génération S et je reçois votre newsletter, il y a toujours le logo en haut. Comment vous situez-vous aujourd'hui en 2022. Alors moi, ma fidélité, bien évidemment, elle a été longtemps au Parti Socialiste, pendant 30 ans, et puis j'ai estimé que c'était plus dans cette partie politique, dans cette famille politique-là, que le débat avait lieu, que les courants de pensée tels qu'on les avait connus il y a 30 ans pouvaient s'exprimer et faire des compromis. Bon, vous voyez que le débat politique, de façon globale aujourd'hui quand même, est assez pauvre, il faut le reconnaître. Donc je ne crois plus trop aux appareils politiques, aux partis politiques, y compris, je suis dans un mouvement politique Génération qui fait partie du pôle écologiste. Mais aujourd'hui, je crois beaucoup plus aux forces vives, notamment de la gauche, des écologistes qui sont dans la société civile, dans les ONG, dans l'économie sociale et solidaire, dans le mouvement sportif, dans le mouvement associatif. Et c'est plutôt de ce côté-là qu'on a envie de se tourner aujourd'hui. On parlait de Benoît Hamon, il est directeur de Singa, qui est une association, qui est une antenne stéphanoise, qui fait un boulot phénoménal pour les migrants et les réfugiés, pour leur accueil, mais aussi pour leur développement de leurs compétences, l'apprentissage de la langue, la création d'entreprises. Et voilà, je trouve que aujourd'hui, beaucoup de l'innovation et de la création à gauche se situe dans cette mouvance-là, peu dans les partis politiques traditionnels. Alors pour autant, vous avez préparé la succession, votre collaborateur parlementaire Pierrick Courbon, qui est aussi conseiller départemental, conseiller municipal et conseiller métropolitain, sera sans doute candidat. C'est dans un contexte très compliqué où ce qu'on peut appeler la gauche du gouvernement a quand même payé cher le premier tour des élections présidentielles, avec un pôle de gauche. Je l'entendais en venant vous rejoindre sur une radio avec la France Insoumise qui entend, et un de ses représentants disait c'est nous qui avons la main pour décider d'union de la gauche ou pas, et en tout cas pas avec les socialistes, vous êtes déjà au courant. Comment vous voyez ce paysage ? Il y a eu un vote utile, bien évidemment, en direction de Jean-Luc Mélenchon, très fort, massif. Il faut le respecter et en même temps, il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs que nous avons commises pour les présidentielles, c'est-à-dire partir dans la désunion entre la gauche et les écologistes. Donc il faut un accord de rassemblement, ça se fera autour du programme de la France Insoumise, mais ça nécessite aussi qu'il puisse y avoir une pluralité de candidatures de l'ensemble de la gauche, écologistes, communistes, des gens du PS qui se reconnaissent aujourd'hui plutôt dans la gauche, qui ne sont pas pro-macronistes, et tout cela doit pouvoir faire un accord aux législatives. Moi, c'est ce que je préconise. Il faut savoir aussi qu'aux législatives, il y a beaucoup moins de participation. Les élections départementales sont un petit peu des mini-législatives. Donc, c'est vrai que les élus départementaux qui sont en place, c'est le cas de Pierrick Courbon, c'est mon cas aussi dans la première circonscription, on a cette capacité aussi à aller chercher, bien évidemment, un bien meilleur score que ce qu'ont réalisé nos candidats respectifs à l'élection présidentielle. Donc voilà, il faut discuter dans les prochains jours, mais moi en tout cas j'appelle à cette union et ce rassemblement le plus large de la gauche aux législatives. Je ne peux pas ne pas vous interroger pour finir, et on va être bref, sur votre passion pour le sport. Oui. Vous avez pratiqué le handball, vous avez été capitaine de l'équipe de France, l'Assemblée nationale de football, et vous avez fait aussi de l'athlétisme. Qu'est-ce que vous allez faire demain ? Je ne vous vois pas rester inactif. Je continue. Au département, il n'y a pas un travail énorme quand même. Alors, bien évidemment, sur le plan professionnel, je vais continuer dans le sport. J'ai déjà une commande pour écrire un livre sur la question de la sédentarité. Voilà, vous viendrez nous le présenter alors.
Voilà, a priori plutôt tout début 2023 pour la publication. C'est dans la suite de mon rapport parlementaire sur la sédentarité, une tribune que vous avez publiée dans une bombe à retardement sanitaire. Je vais bien évidemment avoir une activité professionnelle orientée sur le conseil aux politiques publiques sportives, voilà, aux collectivités, aux fédérations, aux grands événements sportifs internationaux. Il va y en avoir de magnifiques avec la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Donc ça, c'est bien évidemment mon expérience de parlementaire qui va me le permettre. Je vais continuer les activités physiques et sportives. Je continue à lancer dans mon club Coquelicot 42, le poids, le disque, le marteau, voilà, dès que je le peux. Et puis j'ai commencé une autre activité je suis licencié de la Fédération française de golf maintenant, donc très bien. je connais, voilà, je m'oriente aussi vers le golf parce que c'est vraiment un sport qui me plaît beaucoup. Et bonne course parce que vous allez aller courir dans quelques instants. Voilà, Roche-la-Molière, ramasser les déchets. Merci beaucoup. Qu'on appelle le plugging.